Samuel Johnson, Histoire de Rasselas, prince d'Abyssinie. Chapitres 11 à 15. Chapitre 11. Continuation sur le même sujet. Réflexion sur les pèlerinages. Dans ce moment, Imlac, saisi d'un transport d'enthousiasme, allait encore ajouter à la pompeuse description de son art lorsque le prince l'arrêta. « C'est assez, dit-il. Tu m'as convaincu qu'il n'est donné à aucun mortel d'être poète. Poursuis ton récit. » « Il est en effet très difficile d'être poète, dit Imlac. »« Si difficile, reprit le prince, que je ne veux plus en entendre parler. Dis-moi où tu es allé après avoir vu la Perse. »« En quittant la Perse, dit Imlac, je passai en Syrie et séjournai 3 ans en Palestine. Là, je me trouvai en rapport avec un grand nombre d'habitants du nord et de l'ouest de l'Europe. Ces contrées sont aujourd'hui le foyer de la puissance et des connaissances humaines. Leurs armées sont invincibles et leurs flottes vont dicter des lois sur les points les plus éloignés du globe. Lorsque je comparais ces hommes avec nos compatriotes et nos voisins, ils me semblaient des êtres d'une autre nature. Dans leur pays, il est difficile de former un désir qui ne puisse être réalisé. Une foule d'arts dont les noms mêmes nous sont inconnus concourent par une activité continuelle au bien-être et à l'avantage de chacun, et ce que le climat refuse, l'industrie le donne. Par quels moyens, dit le prince, les Européens sont-ils parvenus à ce degré de puissance? Puisqu'ils viennent si aisément visiter l'Afrique et l'Asie dans des vues de commerce ou de conquête, les habitants de l'Asie et de l'Afrique ne peuvent-ils à leur tour descendre sur leurs côtes, former des colonies dans leurs ports et donner des lois à leurs princes? Le vent qui les amène nous conduirait chez eux. « Ils sont plus puissants que nous, répondit Imlac, parce qu'ils sont plus éclairés. L'instruction aura toujours sur l'ignorance cet empire que l'homme exerce sur la brute. Mais quelle est la cause de cette supériorité? Je n'en sais pas d'autre que l'impénétrable volonté de l'être suprême. »« Quand pourrais-je, dit le prince en poussant un soupir, visiter la Palestine et me trouver au milieu de ce concours imposant de tous les peuples? Pour charmer l'attente de ce moment heureux, représente-moi fidèlement tes souvenirs. Je n'ignore pas les motifs qui attirent tant de monde en Palestine. Comment un pays qui est comme le centre de la piété, de la sagesse, ne serait-il pas le rendez-vous continuel des hommes les plus religieux et les plus sages? Il y a certaines contrées de l'Europe, dit Imlac, qui n'envoient guère de pèlerins en Palestine, car beaucoup de sectes savantes ne voient dans les pèlerinages que des actes de superstition blâmables ou ridicules. Tu sais, dit le prince, que mon genre de vie ne m'a pas permis de connaître ces différences d'opinion. Il serait trop long d'entendre les arguments de part et d'autre. Toi qui as pu les comparer, fais-moi connaître le résultat de tes réflexions. Un pèlerinage, dit Imlac, peut, comme presque tous les actes de piété, être raisonnable ou superstitieux, suivant le motif qui le fait entreprendre. Il ne nous est pas commandé d'aller chercher la vérité dans de longs voyages. La vérité, autant qu'elle est nécessaire comme règle de la vie, se trouve toujours où on la cherche avec un cœur honnête. Changer de lieu n'est pas une action qui puisse d'elle-même accroître la piété, car c'est toujours un sujet de distraction. Toutefois, comme en visitant les lieux qui ont été le théâtre de grandes actions, on en rapporte souvent des impressions profondes, la même curiosité peut nous conduire au berceau de notre religion. Je crois qu'il n'est point d'homme que la contemplation de cet imposant spectacle n'ait confirmé dans de saintes résolutions. S'imaginer qu'on puisse plus aisément, dans un endroit que dans un autre, se rendre l'être suprême propice, c'est le rêve d'une folle superstition. Mais que tel lieu ait la vertu d'opérer puissamment sur notre esprit, c'est une vérité que l'expérience confirme chaque jour. L'homme qui espère combattre avec plus de succès en Palestine ses penchants vicieux reconnaîtra peut-être un jour qu'il s'est trompé, mais il peut y aller sans folie. Celui qui croit obtenir par ce seul voyage un plus facile pardon de ses fautes déshonore à la fois sa raison et son culte. « Ce sont là des subtilités européennes, dit le prince. J'y reviendrai plus tard. Quel est, selon vous, l'effet de la science? Ces nations sont-elles plus heureuses que nous? Il y a tant d'infortunes dans le monde, dit le poète, qu'à peine l'homme trouve-t-il au milieu de ses propres souffrances le temps de juger comparativement du bonheur des autres. Le savoir est certainement une source de plaisir. La preuve en est dans la tendance de l'esprit humain à étendre le cercle de ses idées. L'ignorance à la stérilité du néant, c'est un vide où l'âme sans passion reste comme sans mouvement et sans vie. Oui, par une cause que nous ne saurions définir, apprendre est un plaisir, oublier est une peine. De là je conclus que si l'instruction n'est pas détournée de son but, le bonheur et l'intelligence se développent dans des proportions égales. Si nous examinons ce qui fait le bien-être de la vie,
La masse des avantages est du côté des Européens. Ils guérissent les blessures et les maladies qui nous font languir et mourir. Nous souffrons l'inclémence des saisons, ils savent s'en préserver. La puissance de leurs machines opère avec promptitude tout ce que nous n'exécutons qu'à force de bras et de temps. Chez eux, la facilité de communication est telle, entre les distances les plus éloignées, qu'en quelque sorte l'amitié n'y connaît pas d'absence. Leur police prévient ce qui nuit au public, leurs routes percent les montagnes et leurs ponts couvrent les rivières. Si on passe aux détails de la vie domestique, on trouve leurs habitations plus commodes, leurs propriétés plus sûres que les nôtres. On est sans doute heureux, dit le prince, avec de tels avantages, mais j'envie surtout cet échange de pensées si facile entre des amis absents. Les Européens, répondit Imlac, sont moins malheureux que nous, mais ils ne sont pas heureux. En tout lieu, la vie de l'homme est un état où il y a beaucoup de maux à souffrir et peu de bonheur à goûter. Chapitre 12. Suite de l'histoire d'Imlac. Je ne puis penser, dit le prince, que le bonheur ait été distribué aux mortels d'une main si avare, et s'il m'était donné de choisir mon genre de vie, je saurais être heureux chaque jour. Ne faisant de tort à personne, je ne provoquerai aucun ressentiment. Je soulagerai toutes les infortunes, et je recueillerai avec joie les accents de la reconnaissance. Je me choisirai des amis parmi les sages, une épouse parmi les femmes vertueuses. Ainsi, entouré, je ne serai ni trahi dans mes amitiés, ni blessé dans l'objet de mes affections. Par mes soins, mes enfants deviendraient éclairés et pieux. Ils me rendraient dans ma vieillesse ce qu'ils auraient reçu de moi dans leur enfance. Qui oserait s'attaquer à l'homme dont la voix pourrait rallier autour de lui des milliers d'individus enrichis par ses bontés ou protégés par sa puissance? Et pourquoi la vie ne s'écoulerait-elle pas paisiblement dans une douce réciprocité de bienfaits et de reconnaissance? Tout cela peut se réaliser sans le secours des raffinements d'Europe, où je crois découvrir plus d'apparence que de réalité. Mais laissons là l'Europe et poursuivons notre voyage. En quittant la Palestine, dit Imlac, je traversai plusieurs contrées de l'Asie, me faisant passer pour marchand dans les royaumes les plus civilisés, pour simple pèlerin parmi les barbares des montagnes. À la fin, je commençai à soupirer après mon pays. Tant de voyages et de fatigues me rendaient impatient de goûter quelque repos dans les lieux où j'avais passé mes jeunes années et de réjouir mes vieux compagnons par le récit de mes aventures. Combien de fois ne me figurais-je pas ceux avec qui j'avais vu s'écouler si gaiement le matin de ma vie, réunis autour de moi à son déclin, pour s'émerveiller de mes récits et prêter une oreille avide aux leçons de mon expérience. Une fois préoccupé de cette pensée, il me semblait que je perdais tous les moments qui ne me rapprochaient pas de l'Abyssinie. Je me hâtais de retourner en Égypte, mais là, malgré mon impatience, je restai 10 mois à contempler les monuments de sa splendeur passée et à chercher les vestiges de son antique science. Je trouvai au Caire un mélange d'individus de toutes les nations, les uns venant pour s'y instruire, les autres pour s'y enrichir, ceux-là pour y vivre paisiblement selon leur goût ou pour s'isoler au milieu de la foule, car dans une ville comme le Caire, on trouve réunis les avantages de la société et le charme de la solitude. Du Caire, je passai à Suez et m'embarquai sur la mer Rouge en suivant les côtes jusqu'au port d'où j'étais parti 20 ans auparavant. Là, je me joignis à une caravane et rentrai dans le pays qui m'avait vu naître. Je m'attendais aux caresses empressées de mes parents, aux félicitations de mes amis, et ne désespérais pas de voir mon père, malgré son amour des richesses, avouer avec orgueil et joie un fils digne de contribuer au bonheur et à la renommée de son pays. Mais je ne tardai pas à voir mes espérances déçues. Mon père était mort depuis 14 ans, laissant sa fortune à mes frères, qui vivaient dans des provinces éloignées. La plupart de mes compagnons étaient dans la tombe. Parmi ceux qui restaient, les uns eurent peine à se souvenir de moi, les autres me regardèrent comme un homme corrompu par les mœurs étrangères. Mais un esprit fait aux vicissitudes de la fortune ne se laisse pas aisément abattre. En peu de temps, j'oubliai ces mortifications et cherchai à me faire bien venir des nobles du royaume. Ils m'admirent à leur table, écoutèrent mon histoire et me congédièrent. J'ouvris une école, on me défendit d'enseigner. Je résolus alors de chercher le repos dans les douceurs de la vie conjugale. J'offris mes vœux à une dame que je voyais prise de ma conversation. Elle me rejeta parce que j'étais le fils d'un commerçant. Là, enfin, de solliciter et d'être éconduit, je voulus pour toujours fuir le monde et cesser de dépendre de l'opinion et du caprice des autres. J'attendis que les portes de la vallée du bonheur s'ouvrissent, afin de dire adieu à l'espérance et à la crainte. Ce jour vint, mes titres furent jugés avec faveur, et j'acceptai avec joie une prison éternelle. Enfin,
« As-tu trouvé le bonheur ici ?» dit Rasselas. « Réponds-moi sans détour. Es-tu content de ta destinée? Ou désires-tu recommencer encore tes voyages et tes observations? Tous les habitants de la vallée s'applaudissent de leur sort et ne manquent pas, lors de la visite de l'empereur, de convier les étrangers au partage de leurs félicités. »« Grand prince, dit Imlac, je ne veux rien déguiser. Je ne connais pas un de vos serviteurs qui ne déplore le moment où il a pénétré dans cette retraite. Je suis moins malheureux que les autres, parce que mon esprit est rempli d'images, que je puis à mon gré reproduire et combiner sous 1000 formes. Je puis amuser ma solitude en faisant revivre dans ma mémoire des souvenirs qui commencent à s'effacer et en me retraçant les événements divers de ma vie, mais j'arrive par là même à une conclusion affligeante. C'est que toutes les conquêtes de mon esprit sont aujourd'hui sans objet, et que je ne puis retrouver aucun de mes plaisirs. Le reste des habitants de la vallée, qui ne connaissent d'impression que celle du moment, sont tous ou dévorés par des passions jalouses ou plongés dans le vide de leurs idées. « Quelles passions, dit le prince, peuvent troubler ceux qui n'ont point de rivaux? Nous vivons dans un monde où la malice est sans armes, l'envie sans objet, puisque chacun à part aux jouissances communes. »« Il peut y avoir communauté pour les possessions matérielles, dit Imlac. Il n'en peut être ainsi de l'affection et de l'estime. Si l'un réussit à plaire plus que l'autre, cette préférence suffit à l'envie, et l'envie s'envenime d'autant plus qu'elle est condamnée à subir continuellement les dédains qui la désolent. Ces instances pour attirer les étrangers, dans une condition que soi-même on sent misérable, tiennent uniquement à la malignité inhérente aux maux qui sont sans espoir. Ennuyé de soi-même et des autres, on croit que de nouveaux compagnons allégeront le fardeau qu'on supporte. Les habitants de cette vallée envient la liberté qu'ils ont follement perdue et voudraient voir l'univers entier tenu captif comme eux. Pour moi, je suis innocent de ce crime. Personne ne peut dire qu'il est malheureux par mon conseil. Je jette un œil de compassion sur les nombreuses recrues qui, chaque année, se précipitent vers cette prison, et je voudrais que la loi me permît de les avertir du danger. « Mon cher Imlac, dit le prince, je vais t'ouvrir mon âme. Depuis longtemps, j'ai dessein de m'échapper de la vallée du bonheur. J'ai examiné les montagnes de tous côtés. Partout, elles m'opposent une barrière insurmontable. Indique-moi les moyens de rompre mes fers. Tu seras le compagnon de ma fuite, le guide de mes pas, l'associé de ma fortune et mon seul conseil dans le choix d'un genre de vie. »« Prince, répondit le poète, vous aurez bien de la peine à sortir de ces lieux, et peut-être vous repentirez-vous bientôt de votre curiosité. Ce monde que vous vous figurez calme et tranquille comme le lac de la vallée n'est en réalité qu'une mer bouillonnante, agitée par les tempêtes et parsemée d'écueils. Vous aurez souvent à y lutter contre la violence et à vous tenir en garde contre la trahison. Au milieu de l'injustice, de la fraude, de l'intrigue et de la douleur, vous regretterez 1000 fois ce séjour de paix, et vous renonceriez volontiers alors à l'espérance pour être à l'abri de la crainte. « Ne cherche pas à me détourner de mon projet, dit le prince. Je suis impatient de voir ce que tu as vu, et puisque tu es toi-même ennuyé de ce séjour, il est évident que ta première condition était meilleure. D'ailleurs, quelles que puissent être les conséquences de mon projet, je suis résolu de juger le monde par mes propres yeux et de choisir ensuite, avec réflexion, le genre de vie qui me plaira. Je crains, dit Imlac, que vous ne soyez retenu par des obstacles plus puissants que mes raisons. Mais, si votre détermination est prise, mon avis est de ne pas désespérer. Adresse et persévérance réussissent presque toujours. Chapitre 13. Rasselas découvre un moyen d'évasion. Le prince congédia son favori pour prendre du repos. Mais il était agité par toutes les choses extraordinaires qu'il venait d'entendre. Il les repassait dans sa mémoire et préparait d'avance une foule de questions pour le lendemain. Toutefois, son esprit se trouvait grandement soulagé. Il avait un ami qui pouvait devenir le confident de ses pensées et prêter à ses projets le secours d'une longue expérience. Plus de contraintes, plus d'isolement pour ajouter à l'amertume qui navrait son cœur. Il pensait qu'avec la société d'Imlac, la vallée du bonheur elle-même deviendrait supportable et que s'ils pouvaient parcourir le monde ensemble, rien ne manquerait à ses vœux. En peu de jours, les eaux de l'inondation s'écoulèrent et le sol se raffermit. Le prince et Imlac sortirent alors ensemble afin de s'entretenir sans être remarqués. Un jour, en passant devant la porte de fer, le prince, dont les pensées étaient toujours de l'autre côté des montagnes, s'écria en soupirant « Pourquoi es-tu si forte? Pourquoi l'homme est-il si faible ?» « L'homme n'est pas faible, répondit son compagnon,
car la science fait plus que contrebalancer la force. Le mécanicien se rit de toutes les résistances. Je puis briser cette porte, mais ne le puis en secret. Il faut chercher un autre expédient. Comme ils parcouraient le flanc de la montagne, ils remarquèrent que les lapins, chassés de leur terrier par la pluie, s'étaient réfugiés dans des buissons et y avaient pratiqué des ouvertures dans une direction oblique de bas en haut. C'est l'opinion de l'Antiquité, dit Imlac, que les hommes doivent à l'instinct des animaux un grand nombre de découvertes. Nous pouvons sortir de ce séjour en perçant la montagne dans la direction qu'il nous indique. Nous commencerons ce travail à l'endroit où le mont, à partir de la moitié de sa hauteur, s'élève verticalement et nous continuerons en montant jusqu'à ce que nous ayons atteint l'autre côté de cette masse perpendiculaire. À cette proposition, l'œil du prince étincela de joie. L'exécution était facile, le succès certain. Pas un moment ne fut perdu. Ils vinrent dès le lendemain matin chercher un endroit favorable. Ils gravirent avec beaucoup de peine les rochers à travers les ronces et revinrent sans avoir rien trouvé. Le second et le troisième jour se passèrent encore en vaines recherches. Mais le quatrième, ils découvrirent une petite caverne cachée par un buisson très épais, et ce fut là qu'ils se déterminèrent à tenter l'exécution de leur projet. Imlac se procura les instruments nécessaires pour percer le roc et pour déblayer les terres. Ils se mirent à l'œuvre le lendemain avec plus de courage que de vigueur. La fatigue les eut bientôt épuisés, et ils s'étendirent sur le gazon. Rasselas paraissait découragé. « Prince, dit son compagnon, un peu d'habitude nous permettra bientôt des efforts plus soutenus. En considérant les progrès de notre travail, vous vous convaincrez que nous en verrons un jour la fin. Les grands ouvrages s'accomplissent non par la force, mais par la persévérance. Le palais que nous découvrons là-bas a été élevé pierre à pierre, et pourtant, vous voyez quelle est sa hauteur et son étendue. En marchant d'un bon pas 3 heures par jour, on parcourait en 7 ans un espace égal à la circonférence du globe. Chaque matin, les revoyaient à l'ouvrage. Au bout de quelques jours, ils trouvèrent dans le roc une ouverture qui leur permit d'aller plus loin sans beaucoup d'efforts. Rasselas s'en réjouit comme d'un présage surnaturel. « Résistez, dit Imlac, à ces mouvements d'espérance ou de crainte que la raison n'avoue pas. Si vous êtes séduit par une apparence propice, vous vous laisserez abattre par un symptôme funeste, et votre vie deviendra la proie de la superstition. Ce qui favorise notre travail est plus qu'un présage, c'est un élément de succès. C'est une de ces agréables surprises qui viennent quelquefois doubler l'énergie de nos résolutions. Combien n'ai-je pas vu d'entreprises, bien difficiles en projet, s'accomplir sans peine en réalité. Chapitre 14. Visite inattendue. Rasselas et Imlac avaient poussé l'ouvrage à moitié, et l'espoir plus vif de la liberté les consolait de leur fatigue, lorsqu'un jour le prince, sortant de la galerie souterraine pour respirer l'air, trouva sa sœur Nekaya assise à l'entrée même de la cavité. Il s'arrêta surpris et confus, n'osant s'expliquer sur son dessein et craignant de ne pouvoir le cacher. Après quelques instants de réflexion, il résolut de se fier à la discrétion de sa sœur et d'assurer le secret de l'entreprise par une confidence sans réserve. « Ne pensez pas, dit la princesse, que je vienne ici pour vous épier. Depuis longtemps, j'avais remarqué de ma fenêtre que vous et Imlac dirigiez chaque jour votre promenade vers le même endroit. Mais je n'y voyais qu'une préférence pour des ombrages plus frais ou pour un air plus parfumé. Je vous ai suivi pour avoir le plaisir de converser avec vous, puisque c'est l'inspiration de la tendresse, et non d'une soupçonneuse curiosité qui surprend votre secret. Ne me privez pas du fruit de ma découverte. J'ai le même dégoût pour ma prison, le même désir de connaître les vicissitudes du monde. Permettez-moi de fuir avec vous cette insipide tranquillité qui, sans vous, me deviendrait encore plus odieuse. Vous pouvez m'interdire votre compagnie, mais non m'empêcher de m'attacher à vos pas. » Le prince, qui aimait Nekaya plus tendrement que ses autres sœurs, accueillit avec empressement son vœu. Il lui témoigna ses regrets de ne pas l'avoir prévenu par une confidence volontaire, et il fut convenu que Nekaya les suivrait. Jusque-là, elle devait faire sentinelle contre les indiscrets que le hasard ou la curiosité pouvaient amener sur leurs traces. Le travail touchait à sa fin. Ils aperçurent enfin le jour de l'autre côté de la montagne et s'élancèrent sur le plateau. Le Nil leur apparut comme un faible ruisseau coulant au-dessous de leurs pieds. Le prince regarda autour de lui avec ravissement. D'avance, il jouissait des plaisirs que lui promettait le voyage et se transportait par la pensée au-delà des domaines paternels. Imlac, quoique charmé d'être libre,
ne partageait pas ses illusions sur un monde qu'il avait vu et dont il connaissait les dégoûts. Rasselas était si ravi de pouvoir promener au loin ses regards qu'il ne voulait plus retourner dans la vallée. Il informa sa sœur que le chemin était ouvert et qu'il ne restait qu'à se préparer pour le départ. Chapitre 15. Le prince et la princesse quittent la vallée et voient beaucoup de choses merveilleuses. Le prince et sa sœur possédaient assez de joyaux pour être riches en tout pays commerçant. Par le conseil d'Imlac, ils les cachèrent sous leurs vêtements et tous quittèrent la vallée après avoir attendu pour leur départ une nuit de pleine lune. La princesse était suivie d'une seule favorite qui ne savait pas où elle allait. Ils gravirent le chemin souterrain et gagnèrent le revers de la montagne. La princesse et sa suivante, tournant leurs regards de tous côtés et ne voyant plus de bornes à l'espace, se crurent perdues dans un vide aussi effrayant. L'inquiétude les saisit, elles s'arrêtèrent. « Je tremble, dit la princesse, d'entreprendre un voyage dont je ne saurais prévoir la fin et de me risquer dans cette plaine immense où je puis à chaque instant être abordé par des hommes que je n'ai jamais vus. » Le prince éprouvait presque les mêmes émotions, mais il crut indigne d'un homme de les laisser apercevoir. Imlac sourit de leur terreur et s'efforça de les rassurer, mais l'irrésolution de la princesse continua jusqu'à ce qu'elle fût insensiblement arrivée trop loin pour pouvoir retourner sur ses pas. À l'aube du jour, ils rencontrèrent dans la plaine des bergers qui leur offrirent du lait et des fruits. La princesse s'étonna de ne trouver ni palais pour la recevoir, ni table couverte de mets splendides. Mais comme elle avait faim et soif, elle but le lait et goûta les fruits et leur trouva plus de saveur qu'à ceux de la vallée. Ils voyageaient à petites journées, n'ayant pas l'habitude de la marche et de la fatigue. Ils étaient sûrs d'ailleurs qu'on ne les poursuivrait pas, quelle que fût la sensation produite par leur absence. Au bout de quelques jours, ils arrivèrent dans un pays plus peuplé, où Imlac se réjouit beaucoup de l'étonnement que causait à ses compagnons la vue d'habitudes, de conditions et d'occupations si variées. Ils étaient vêtus de façon à éloigner toute idée de mystère. Néanmoins, en tout lieu, le prince semblait s'attendre à l'obéissance, et la princesse, de son côté, s'étonnait de ce qu'on ne se prosternait pas devant elle. Imlac eut à les observer de près, pour que la singularité de leur manière ne trahît pas leur rang. Il les retint quelques semaines dans un village, afin de les familiariser avec le commerce des hommes. Insensiblement, les nobles voyageurs sentirent le besoin de déposer temporairement leur dignité et se résignèrent à ne recevoir d'autres égards que ceux qu'on obtient par la politesse et la générosité. Imlac, après les avoir préparés par des avis répétés à ne s'étonner ni du tumulte d'un port, ni de la rudesse des gens de commerce, les conduisit au bord de la mer. Comme tout était nouveauté pour le prince et sa sœur, ils se plaisaient partout. Aussi restèrent-ils quelques mois dans le port, sans songer à le quitter. Imlac s'en félicitait, parce qu'il ne voulait pas exposer trop tôt leur inexpérience en pays étranger. Quand il eut moins à craindre d'eux sous ce rapport, il proposa de prendre jour pour le départ. Le prince et la princesse, ne prétendant pas régler eux-mêmes la marche du voyage, en laissèrent le soin à Imlac, qui retint des places sur un vaisseau destiné pour Suez. Lorsque le moment de partir arriva, il fallut beaucoup d'efforts pour déterminer la princesse à s'embarquer. La traversée fut courte et heureuse, et de Suez, ils se rendirent par terre à la capitale de l'Égypte.